par la magie de Lloyd qui les empêchait de s'épuiser. La seule présence tranchée n'était pas, la ligne de défense céda. De front des monstres. Les porteurs de boucliers crièrent de pousser les ennemis dans les tranchées, tandis que les mages lançaient des boules de feu sur la masse qui avançait. Des vagues d'eau suivirent, inondant les tranchées pour noyer les créatures et élargir le fossé, rendant la traversée encore plus difficile. Le plan était simple, tenir jusqu'au retour des aventuriers de rang S. Justement, Yui et ses compagnons se dirigeaient vers Ishtar, soutenus par la magie de Lloyd qui les empêchait de s'épuiser. La seule présence du mage blanc suffisait à inspirer chacun à donner le meilleur. Ils refusèrent même de se reposer la nuit, chaque minute perdue étant une minute où la ville subissait l'assaut. Pendant ce temps, Lloyd et Correa atteignirent enfin la dernière pierre magique, gardée par des loups de haut rang et des panthères de sang. Quand la femme bête désactiva la pierre, le regard sauvage des créatures disparut, mais cela révéla un autre problème, loups et panthères étaient des ennemis naturels, et maintenant ils se battaient entre eux. Les deux premiers, en s'affrontant, renversèrent la pierre magique. Correa perdit aussitôt son invisibilité, et toutes les bêtes la fixèrent d'un regard féroce. Pour la sauver, Lloyd lança un sort pour attirer toute leur attention sur lui. Aux portes d'Ishtar, certains monstres parvinrent à franchir la tranchée et à atteindre les porteurs de boucliers, qui les repoussèrent aussitôt. En première ligne, Lena, en tête des défenseurs, apprit que le flanc droit avait subi de lourds dégâts. Comme si cela ne suffisait pas, la ligne de défense céda, laissant les monstres pénétrer. À ce moment critique, les aventuriers de rang S arrivèrent enfin. Ailleurs, Lloyd occupait les ennemis avec ses sorts d'amélioration physique, mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait tous les affronter à la fois. Correa savait qu'il parvenait seulement à éviter les attaques avec beaucoup d'habileté, pas à vaincre directement les monstres. Malgré cela, cet humain faisait tout pour la protéger. Pour honorer son geste, la femme bête commença à chanter. Sa voix fit naître une étrange énergie qui enveloppa son corps et attira l'attention de toutes les créatures proches. En tendant la main vers elle, elle les amena peu à peu à reculer. Quand Lloyd arriva pour lui demander ce qu'elle avait fait, Correa expliqua qu'elle s'était simplement contentée de les convaincre de retourner dans la forêt. Son sort ne les contrôlait pas, il permettait seulement de partager ses pensées avec elle. Lloyd la remercia de l'avoir sauvée, et elle fit de même. Il était temps de se diriger vers Ishtar. Aux portes de la ville, les aventuriers de rang S rejoignirent les forces défensives et firent tout pour repousser les milliers de monstres. Mais même avec les renforts, le nombre écrasant d'ennemis finit par les submerger. La ligne de front commençait à s'effondrer, les archers manquaient de flèches et les mages de mana. Pourtant, Lena restait la figure la plus inspirante. Et courageuse. Viola, ne pars pas, reste ici. Oh mon Dieu. Tenant la ligne et donnant à tous l'espoir qu'en résistant, la victoire viendrait. Mais la détermination ne suffisait pas. Les guerriers tombaient les uns après les autres, les défenses cédaient et la menace devenait de plus en plus terrifiante. Le directeur savait que l'armée était à bout. Il ne tiendrait plus longtemps. C'est alors que Correa apparut sur le champ de bataille et commença à chanter. Sa douce voix traversa le chaos et calma le regard sauvage des créatures. Comme par miracle, les monstres se retournèrent et s'éloignèrent lentement, paisiblement. Le groupe de Yui aperçut Lloyd et poussa un cri de soulagement. Voyant Correa épuisée, le mage blanc la soutint pour s'assurer qu'elle allait bien. Il fut impressionné par ses capacités, tout comme elle le fut par sa magie de soutien. Elle n'aurait jamais pu projeter son sort sur un champ de bataille aussi vaste sans lui. Elle lui demanda quel type d'aide il avait apporté, et Lloyd expliqua qu'il avait lancé plusieurs couches de réduction de consommation de mana et d'augmentation de puissance magique. Il insista tout de même sur le fait que, malgré son soutien, c'était elle qui avait fait le plus gros du travail. C'est alors que la femme bête révéla que son vrai nom était Claire. Mais avant que le moment ne s'installe, des géants de pierre arrivèrent au mur d'Ishtar, prouvant que la guerre était loin d'être terminée. Un jour plus tard, Michael observait une carte avec ravissement, imaginant qu'Ishtar devait être assiégé par 30 000 monstres à cet instant précis. Mais soudain, un messager se précipita dans son manoir pour annoncer que la horde en marche avait brusquement commencé à se disperser. Au cœur de la forêt, Claire se lamentait que les golems ne puissent pas l'entendre, tandis que Lloyd soupçonnait une sorte d'interférence démoniaque destinée à atteindre les lignes de front avant les monstres. Le mage de soutien lança un sort qui augmenta leur vitesse, esquivant les rangs ennemis et manquant de se faire écraser dans le processus. Les deux parvinrent finalement sains et saufs au fossé qui protégeait les portes de la ville. Sans hésitation, Lloyd entoura la taille de sa compagne de son bras et bondit par-dessus l'écart, un exploit qui laissa chaque soldat témoin bouche bée. Dès cet instant, leurs esprits se relevèrent, rassurés par la présence du jeune mage qui s'était déjà prouvé bien au-delà de l'ordinaire. L'un après l'autre, ses compagnons de rang S arrivèrent également. Alors qu'ils célébraient la retraite des monstres, Lloyd attribua le mérite à Claire. Mais lorsqu'Yui et Silica entendirent ce nom, elles furent perplexes car elles étaient certaines que la jeune fille s'appelait Correa. Malgré tout, il n'y avait pas de temps à perdre. Les golems n'étaient pas encore arrivés et le mage de soutien principal à la tranchée était déjà complètement épuisé après un combat si féroce. Même dans cet état, Lloyd savait qu'il devait rester debout et continuer à se battre. L'avenir d'Ishtar en dépendait.
C'est alors que le directeur de la branche de la guilde apparut pour prêter main forte, et Lloyd lui demanda de protéger Claire durant la bataille. L'homme ordonna aussitôt à une escouade de chevaliers de garder la fille bête. Avant de partir, Lloyd la remercia, admettant que sans son aide, le résultat aurait été bien pire. Elle secoua la tête, affirmant que c'était l'inverse, c'était eux qui l'avaient sauvée. Le directeur de la guilde déclara que Lloyd était le seul espoir de la ville, une affirmation qui mit le garçon mal à l'aise. Lena expliqua qu'Allen avait refusé de rejoindre la guerre. Après une querelle avec quelques aventuriers à la guilde, il avait simplement abandonné son devoir. Lloyd rappela que des milliers de vies étaient en jeu, mais Lena ricana, disant que cet homme n'était en rien un héros. À ce moment, Lena chancela, portant la main à la profonde blessure de son bras. Lloyd, bien que presque vidé de magie, réussit à la guérir complètement. Cet effort le laissa si faible qu'il manqua de s'effondrer et elle dut le soutenir. Elle lui dit que grâce à sa magie de soutien, leur groupe avait toujours été le plus fort, même si Lloyd lui-même ne voyait pas à quel point il était puissant. Elle admit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point il avait été vital pour leur équipe. Elle n'avait même pas empêché les autres de le chasser. Les larmes aux yeux, elle s'excusa. Mais Lloyd croyait encore qu'il avait été expulsé parce qu'il était trop faible. Avant qu'il ne puisse parler davantage, les golems atteignirent enfin le fossé. Les soldats de front chargèrent imprudemment et Lloyd tenta de les prévenir que ce n'étaient pas des golems ordinaires. Trop tard, plusieurs guerriers sautèrent dans la mêlée pour être massacrés instantanément. Voyant cela, Lena leva son bouclier et ordonna des salves de boules de feu. Mais, tout comme les flèches auparavant, ces explosions n'égratignèrent guère l'armure de pierre des monstres. L'un après l'autre, les golems franchirent le fossé, forçant les défenseurs à reculer pas à pas. Même au bord de l'effondrement, Lloyd se prépara à renforcer les troupes. Ses alliés lui rappelèrent qu'il y avait des dizaines de soldats, mais il les rassura en disant qu'ils pouvaient gérer, non pas tous à la fois, mais par groupes tournants. Rapidement, il lança des enchantements physiques sur les combattants de première ligne tout en augmentant la puissance des unités magiques. Ses propres compagnons reçurent également des améliorations, bien que chacun sût que les effets ne dureraient pas longtemps. Pendant ce temps, Yui grimpa sur une estrade en bois pour rallier les soldats. Elle cria que Lloyd avait renforcé plusieurs guerriers capables d'affronter les golems de front. Les troupes doutaient encore de pouvoir tenir tête à de tels géants jusqu'à ce que Lena le prouve elle-même. Se tenant derrière son bouclier, elle arrêta net le poing d'un géant. Pour enfoncer le clou, Yui bondit sur un golem et le trancha en deux d'un seul coup d'épée. Lena rappela à tous que cela n'était possible que grâce à la magie de Lloyd. Peu à peu, les soldats réalisèrent que leur corps semblait plus léger, et que même les armes et armures qui les accablaient autrefois paraissaient plus faciles à porter. Au milieu du chaos, Lloyd donna des ordres. Cross devait soutenir les unités magiques tandis que Dagas devait protéger Silica pour qu'elle puisse bombarder les lignes ennemies en toute sécurité. Quant à Lloyd lui-même, il tenait à peine debout. Le directeur de la guilde le porta donc dans un endroit plus sûr, d'où il pourrait continuer à soutenir. Dès lors, les archers travaillèrent main dans la main avec les mages, décochant des flèches enflammées qui s'avérèrent efficaces contre les golems, en abattant plusieurs sous la direction de Cross. À l'avant, Dagas planta son énorme bouclier devant Silica, lui offrant la protection dont elle avait besoin pour déchaîner ses sorts dévastateurs. Après un long combat brutal, les défenseurs réduisirent finalement l'ennemi à un seul golem. Pour mettre fin à la guerre une bonne fois pour toutes, un soldat se précipita et frappa de son épée, mais la lame se brisa à l'impact et l'homme fut écrasé d'un seul coup de poing. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, les améliorations de Lloyd venaient de disparaître. Avec leurs forces s'évanouissant, la panique balaya les troupes qui commencèrent à fuir terrorisées. Le dernier golem avança jusqu'aux portes. Yui se plaça sur sa trajectoire, mais Lena la poussa de côté pour lui sauver la vie. Dagas intervint ensuite, bouclier levé pour bloquer le coup, mais le poids de l'attaque l'envoya s'écraser au sol. Dans un dernier effort, malgré son manque de puissance, Lloyd réussit à enchanter l'arme de Yui. Réalisant cela, la jeune fille appela au soutien de Dagas et de Lena. L'épée en main, la jeune épéiste attendit que le golem lance un autre coup. Et lorsque le choc fut absorbé par les boucliers, elle profita de la garde baissée de l'ennemi pour délivrer le coup final qui mit un terme à la bataille. Observant de loin le combat, le mage mystérieux murmura pour lui-même que Lloyd semblait s'épanouir bien plus sur un véritable champ de bataille qu'il ne l'avait jamais fait avec son ancien groupe d'aventuriers. Pendant ce temps, le grand général Gris fit irruption furieux dans le manoir de Michael, décidé à annoncer que leurs ennemis avaient sauvé la femme bête. Mais Michael n'était pas là, ce qui mit le démon dans une telle rage qu'il fracassa la table de son hôte en deux. Voyant ses plans s'effondrer, Gris commença à soupçonner une ingérence de Michael. Il décida donc de se retourner contre son ancien allié. Quelque temps plus tard, Lloyd se réveilla dans le lit de l'auberge, Yui assise à ses côtés, veillant sur son ami. Le mage se lamenta de ne pas avoir été assez fort pour endurer tout le combat, mais elle lui rappela qu'il était bien plus grand et bien plus précieux qu'il ne le croyait. À l'extérieur de sa chambre, des dizaines d'habitants pressaient contre la porte, espérant apercevoir le héros de la bataille.
Toute cette attention perturba tellement Lloyd qu'il claqua la porte au nez de la foule. Si son estime de lui était basse, sa timidité était immense, et jamais elle ne lui permettrait d'affronter tant de monde autour de lui. Il lui ouvrit la porte et lui dit de sortir la tête haute. Il sortit bien, mais par la fenêtre, la tête basse, priant pour que la chute ne le tue pas. Loin de là, le mage qui suivait les traces de Lloyd arriva à un petit cottage. Au moment où il tenta d'ouvrir la porte, une explosion l'accueillit. L'ancienne maîtresse de Lloyd avait lancé un sort desquels avait senti quelque chose de suspect à proximité. Elle exigea de savoir comment il avait survécu à l'explosion. Mais, comme tout vrai magicien, il ne révéla jamais ses secrets. À l'intérieur, il fit face à de vieilles connaissances, Lily et Thor. Lily le salua comme l'alchimiste fantôme, puisqu'il avait abandonné la préparation de potions pour se consacrer entièrement à la collecte d'informations. La maîtresse de Lloyd admit qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années et lui demanda donc des nouvelles de son ancien apprenti. L'alchimiste expliqua que le garçon avait été chassé de l'équipe du héros, mais la rassura, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Lloyd avait désormais rejoint un groupe de rang S+, plus encore, il avait des nouvelles très importantes concernant ce jeune mage de soutien. De retour à l'auberge, après avoir fui la foule, Lloyd fut acculé par ses coéquipiers qui exigeaient de savoir pourquoi il fuyait tout le monde. Ils expliquèrent que personne ne le poursuivait pour l'inviter à dîner, c'était simplement la manière des habitants de montrer leur gratitude puisqu'il avait sauvé la ville. Fidèle à sa nature craintive, Lloyd insista qu'il n'avait apporté qu'une petite aide à la guerre. Ses amis, cependant, lui firent comprendre clairement qu'il devait arrêter de se fixer des normes impossibles, car cela ne faisait que le tourmenter. À la place, il devait apprendre à avoir beaucoup plus confiance en qui il était. Dans le cottage, l'alchimiste fantôme confia que Lloyd n'avait aucune idée de ses véritables capacités, un angle mort qui pouvait nuire non seulement à son propre bien-être, mais aussi à ses relations avec tous ceux qui l'entouraient. Attristée, la maîtresse de Lloyd avoua qu'elle détesterait penser que son élève puisse répéter les mêmes erreurs qu'elle avait commises autrefois. Sur la place centrale d'Ishtar, Ivy persuada Lloyd d'apparaître devant le peuple. Aussitôt, la foule leva ses chopes et ses poings, acclamant le sauveur de la ville. Lloyd, à son tour, insista qu'il devait remercier les guerriers qui avaient combattu si vaillamment pour la sécurité du territoire. Pourtant, ces mêmes soldats avancèrent, déclarant qu'ils n'auraient jamais pu se battre sans le soutien indéfectible du grand mage. N'ayant plus aucun argument, Lloyd fut couronné, du moins dans le cœur du peuple, comme le grand héros d'Ishtar. Peu après, Allen apprit la nouvelle. Le coéquipier qu'il avait autrefois rejeté était devenu une célébrité, salué pour avoir porté l'armée de la ville sur ses épaules durant la bataille. Comme on pouvait s'y attendre, il en fut tout sauf satisfait, d'autant plus que son propre titre de héros allait lui être retiré pour avoir refusé d'apporter son aide. Sans patience pour la situation, le chef du groupe ordonna à ses subordonnés de rassembler leurs affaires. Ils quittaient la ville sur le champ. Après tout, cet endroit considérait désormais Lloyd comme le sauveur des terres, et Allen ne pouvait supporter d'y rester un jour de plus. De retour dans le cottage de la forêt, l'alchimiste fantôme expliqua que le nouveau groupe de Lloyd était composé d'aventuriers d'élite, dont une épéiste de 17 ans, un véritable prodige. Au fil de la conversation, une coupe de boisson fut servie à chacun autour de la table. Ils burent tous une gorgée et l'alchimiste leva son verre, honoré de boire aux côtés d'un groupe aussi légendaire. Lily l'interrompit, lui demandant d'arrêter les flatteries, il savait déjà pourquoi ils étaient là. Selon Thor, ce jour-là, ils honoraient Sibyl. Sur ce, l'alchimiste révéla que la race démoniaque contrôlait des monstres pour conquérir Ishtar. Ils exploitaient la magie des orques. Et la question troublante était, pourquoi les démons agissaient maintenant, de tous les moments possibles? Cela ressemblait presque au retour du roi démon. À ces mots, la maîtresse de Lloyd s'emporta, déclarant que ce monstre avait été exterminé il y a longtemps, qu'il n'y avait aucune chance de son retour. Autrement, tout ce que Sibyl avait accompli n'aurait servi à rien. Thor l'apaisa, rappelant que la possibilité était mince et que l'anxiété n'y changerait rien. Pour protéger l'avenir créé par Sibyl, ils devaient donner tout ce qu'ils avaient maintenant. Dans la ville, les aventuriers de rang S furent convoqués par le jeune seigneur d'Ishtar. En entrant dans son manoir, ils furent surpris de trouver Claire les attendant à l'intérieur. C'est seulement alors qu'ils apprirent que la femme bête avait été accueillie comme invitée d'honneur par le seigneur de ces terres. Enfin, le jeune homme se présenta correctement, Lorabel Lucas. Cross avoua qu'au départ, il pensait que ce garçon était soit le jardinier, soit le majordome de la maison. Même le reste de l'équipe avait du mal à croire que ce jeune était réellement celui qui dirigeait tout. Surtout qu'ils avaient entendu dire que le seigneur occupait ce poste depuis plus de 10 ans. Naturellement, tout le monde supposait qu'il serait au moins un peu plus âgé. Intrigué, Abel Lucas demanda s'il ne paraissait pas plus vieux, et Silica répondit qu'il ne semblait même pas plus âgé qu'eux. Selon le seigneur, maintenir les apparences demandait des efforts. Il lui murmura que cela semblait être bien plus que de simples efforts. Quand Lloyd se rappela que sa maîtresse paraissait elle aussi inhabituellement jeune, lui et Ivy commencèrent à soupçonner une sorte de magie de rajeunissement. Abel rit et promit de partager quelques astuces pour préserver la jeunesse, mais seulement après avoir discuté de ce qui importait vraiment.
Pendant ce temps, dans l'escalier d'un château d'un autre royaume, un homme bête désespéré de n'avoir trouvé aucun indice sur l'endroit où se trouvait Claire, malgré de longues recherches. Soudain, un garde se précipita, appelant Sirio. La jeune dame Claire avait enfin été retrouvée. Au même moment, Lloyd et ses compagnons furent stupéfaits de découvrir que Claire n'était autre que la seconde princesse de l'Empire de la Forêt, une nation pacifique où vivaient les orques. Abel Lucas demanda alors ce qu'il pensait de la magie de la femme bête. Lloyd admit qu'elle était impressionnante, mais aussi terrifiante, étant donné qu'elle pouvait être utilisée pour contrôler les monstres. Abel confirma que son pouvoir était vraiment unique. C'était précisément pourquoi il ne pouvait jamais permettre que les démons la capturent, et pourquoi l'Empire la recherchait depuis tout ce temps. En fin de compte, ce furent ces aventuriers qui avaient sauvé la princesse. À ce propos, Abel Lucas révéla une mission digne de héros telle que l'Empire tenterait certainement de récupérer Claire, mais le seigneur d'Ishtar voulait que le groupe l'escorte en toute sécurité jusqu'à Zulf, la capitale du royaume de Furin. Le groupe hésita, soulignant qu'escorter une personne d'une telle importance semblait plus relever des chevaliers royaux que de simples aventuriers. Mais Lord Abel expliqua qu'envoyer des chevaliers attirerait bien trop l'attention. Il craignait que les démons ne réalisent immédiatement qu'une pièce aussi essentielle était déplacée. Pour cette raison, Claire insista elle-même pour confier sa sécurité aux aventuriers devant elle. Une fois la réunion terminée, tout le monde se rassembla dehors pour se préparer au départ. Clara leur demanda de l'appeler simplement par son prénom. Même si les aventuriers étaient mal à l'aise à l'idée de s'adresser aussi familièrement à une princesse, il lui retira son gant et offrit à la femme bête une poignée de main amicale, donnant aux autres la confiance nécessaire pour se détendre en sa présence. Sur ce, Lloyd déclara qu'il était temps de se diriger vers la capitale royale. 10 jours plus tard, ayant choisi la route la plus sûre mais plus longue, le groupe était encore assez loin de sa destination. Lloyd proposa de s'arrêter dans la ville suivante pour se reposer un peu avant de reprendre le voyage. Il lui mentionna à Claire que les sources chaudes locales étaient merveilleuses, ce à quoi la femme bête répondit qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'en profiter. Cross fit remarquer aux autres que Yui semblait un peu trop détendue à ce sujet. Cependant, Dagas défendit Yui, suggérant qu'elle se montrait simplement attentionnée envers la princesse pour qu'elle ne se sente pas exclue. De plus, comme le souligna Silica, Claire, ayant grandi dans une famille royale, n'avait jamais eu l'opportunité de découvrir le monde extérieur. Yui pourrait être la personne idéale pour lui faire découvrir de nouvelles expériences. Convaincu par ce raisonnement, l'archer reconsidéra son opinion et admit que Yui agissait comme une véritable leader en pensant de manière originale. Cependant, à peine arrivé aux sources chaudes, Yui se précipita pour être la première à se baigner, laissant tout le monde derrière, ce qui confirma à Cross qu'elle était simplement décontractée. Les filles profitèrent sans tarder de l'eau chaude, sauf Claire. N'ayant jamais vécu une telle expérience, la princesse était gênée de montrer son corps, contrairement aux autres filles qui n'avaient aucun Lloyd frotta le dos de Cross avec trop de force, provoquant des cris comme « pas si fort, Lloyd ». Après cette séance de rapprochement, le groupe se réunit pour discuter des préparatifs pour la suite du voyage. Lloyd suggéra de rester quelques jours de plus en ville pour régler certains détails avant de partir pour la capitale, ce que Dagas trouva parfait, surtout parce qu'il avait besoin de nouveaux matériels, son bouclier actuel ressemblant à un couvercle de casserole de grand-mère. Silica approuva l'idée, n'ayant pas eu le temps de pratiquer correctement sa magie ou, comme elle plaisanta, de lâcher un PMP pendant cette longue aventure. Voyant à quel point ses amis étaient déterminés à rester affûtés, Lloyd décida qu'il devait lui aussi perfectionner ses compétences. En tant que mage blanc chargé de protéger Claire, il ne voulait plus jamais décevoir ses compagnons comme il avait l'impression de l'avoir fait lors de la dernière bataille. Le lendemain, Dagas tint parole et chercha une boutique pour acheter du nouvel équipement. Par hasard, il croisa Yui et Claire en promenade en bateau sur les magnifiques canaux de la ville. Quand Yui lui demanda où il en était dans sa quête d'armes, Dagas soupira, n'ayant rien trouvé d'intéressant. Claire lui suggéra alors une petite boutique d'apparence miteuse qu'elle avait remarquée. Cela ne payait pas de mine, mais on ne savait jamais. Sans rien à perdre, Dagas tenta sa chance et fut stupéfait par la qualité des articles à l'intérieur. Soudain, un vieil homme apparut, le réprimandant comme s'il était un voyou cherchant des ennuis. Après avoir rassuré le vieillard qu'il voulait seulement regarder, Dagas examina les équipements exposés. Bien qu'impressionné, il ne comprenait pas pourquoi la boutique ne prospérait pas avec des articles si exceptionnels. La réponse arriva vite. Un groupe bruyant d'aventuriers fit irruption avec arrogance. Leur chef trouva amusant qu'il y ait un autre client et se moqua de Dagas, supposant qu'il devait être un aventurier de bas niveau s'il envisageait d'acheter des armes aussi pathétiques. Furieux, le commerçant sortit en trompe pour chasser les intrus, mais le chef tint bon et ricana, demandant comment allaient les affaires. Le vieil homme répondit amèrement que cet homme était la principale raison du déclin de sa boutique. Curieux, Dagas demanda s'ils étaient des accapareurs de terrain, mais ils nièrent avec fierté. Les autres présenta leur chef comme galant, l'aventurier de rang à le plus fort, le plus beau et le plus musclé de la région. Peu impressionné, Dagas supposa simplement que le type devait être célèbre.
Galant confirma avec arrogance, ajoutant que Dagas, lui, ressemblait à un rat des bas-fonds. Sans se laisser démonter, Dagas demanda pourquoi un aventurier de rang a harcelé un vieil homme. Galant expliqua avec un sourire que le vieillard refusait de lui vendre une relique légendaire de Lyon. Le commerçant répondit qu'il ne la céderait qu'à quelqu'un qui la mérite vraiment. Cette réponse mit Galant en rage, au point qu'il sembla prêt à frapper le vieil homme. Dagas, jusque-là calme, s'emporta face à une menace aussi pitoyable de la part de quelqu'un se disant aventurier. Son simple geste de révolte suffit à énerver les sbires de Galant. L'un d'eux, un grand chauve, bondit pour protéger son chef sans même évaluer son adversaire. Dagas tordit le poignet de l'homme comme un père le ferait avec un enfant insistant pour jouer à la bagarre. Puis, il sortit son bouclier via une technique de stockage, laissant les ennemis penser à une sorcellerie de haut niveau. Sans leur laisser le temps de réagir, il les envoya valser hors de la boutique d'un coup de bouclier bien placé, les laissant à plat comme des sacs de pommes de terre. Galant jura que Dagas n'était qu'un faible aventurier, mais ce dernier exhiba son insigne de rang S, ridiculisant le groupe jaloux. Le commerçant demanda pourquoi Dagas avait caché son rang, et ce dernier haussa les épaules, disant que se vanter de son rang était pour les faibles. Impressionné par la force et l'honneur de Dagas, le vieil homme décida de lui offrir une opportunité unique. Pendant ce temps, un autre aventurier travaillait ses propres compétences durant leur séjour en ville. Outre perfectionner ses sorts de soutien de base, le mage blanc voulait apprendre de nouvelles magies offensives, comme Silica, pour contribuer en première ligne. Cependant, comparée à la magie de feu de Silica, qui était une explosion de carburant, la sienne ressemblait à un briquet de station-service bon marché. Il lui reconnut que Silica était incroyable, non pas pour son talent ou sa réserve de mana, mais pour sa détermination. Seul près d'un lac en forêt, Silica réfléchissait à l'importance des bœufs de cet aventurier lors de la dernière guerre. Déterminée à devenir plus forte, elle compressa une boule de feu dans des cercles magiques, mais celle-ci explosa trop tôt, manquant de la carboniser. Malgré cet échec, elle ne renonça pas, car personne ne maîtrise un sort de feu de haut niveau du jour au lendemain. Yui admirait cette persévérance. Enfant, Silica était déjà considérée comme l'envoyée des dieux. Quand Yui l'avait rencontrée, elle essayait de viser un panneau avec du feu, mais avec une précision digne d'un enfant de 5 ans visant les toilettes. Pourtant, son talent et son effort acharné la rendaient exceptionnelle. Grâce à cette détermination, elle créa un nouveau sort, détruisant la moitié de la forêt. Trempée, Silica se demanda pourquoi elle était si maladroite. Bien qu'elle essayât d'être prudente devant ses coéquipiers, elle était tête en l'air lorsqu'elle était seule, ce qui la gênait. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un bruit dans les bois la fit sursauter. Craignant un monstre, elle se prépara, mais ce n'était que Dagas. Le commerçant lui avait promis un bouclier forgé par un forgeron exceptionnel nommé Lyon, appelé Aegis, fabriqué avec les matériaux les plus résistants au monde, capable de repousser n'importe quelle attaque. Ce bouclier légendaire, presque indestructible, était si lourd que peu pouvaient le manier, mais le vieil homme croyait que Dagas en était digne. Cependant, il avait une condition, des explosions près du lac en forêt inquiétaient les habitants, qui soupçonnaient un monstre ou des expériences démoniaques. Si Dagas résolvait ce mystère, le bouclier serait à lui. Silica s'offusqua d'être prise pour un démon, mais Dagas trouva la comparaison logique, vu qu'elle avait détruit un lac et sa faune. De retour à la boutique avec Silica, Dagas expliqua l'incident. Heureusement, Silica avait restauré l'eau du lac avec sa magie, bien que la ville dût se passer de poissons pendant quelques mois. Dagas s'excusa pour l'erreur de sa partenaire, mais le vieil homme insista qu'il n'avait rien à se reprocher. Au contraire, il lui remit le bouclier à Aegis, estimant que son honnêteté et sa force le rendaient digne. Dagas s'empressa de montrer son nouveau jouet à ses amis, qui furent ravis. Il lui était fier que Silica ait maîtrisé un sort aussi important et demanda une démonstration, malgré le risque d'être pulvérisé. Voyant les progrès de ses amis, Lloyd jura de ne pas se laisser distancer. Cross se plaignit de la pression, mais il lui encouragea ses compagnons à ne pas avoir peur, soulignant que la patience était la vertu des persévérants. Avec prudence et détermination, leur avenir serait radieux et inévitable. Ces mots laissèrent tout le monde sans voix, jusqu'à ce qu'elle rappelle une leçon essentielle, un sac vide ne tient pas debout. Sur ce, elle invita Claire à découvrir un restaurant prometteur. Cross, peu impressionné, murmura que leur soi-disant leader était juste paresseuse.